Bonjour à tous, bienvenue, nouveau numéro de Around, le rendez-vous sur Mountain Maker d'échange, de partage. On est tous autour de cette, c'est pas une table, c'est la place du village Baïséa qui nous accueille aujourd'hui. Une thématique mobilité et décarbonation qui va nous animer aujourd'hui et qui va nous inciter à échanger, évidemment, à faire avancer les choses ensemble. Léa, on commence donc par vous, puisque en effet vous étiez concerné par le sujet, par ce qui a été mis en place, et notamment ce sujet particulier avec Blablacar. Ça a été une vraie innovation pour la mobilité dans la décarbonation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment ça s'est mis en place? D'où c'est né? Je ne suis pas arrivée il y a très longtemps dans la collectivité, donc je n'ai pas la genèse du projet. Mais ça a été certainement mis en place à l'origine par la volonté de proposer une offre de transport qui est quand même la plus adaptable possible au territoire. Le covoiturage, c'est ce qui correspond le mieux aux territoires ruraux, puisque permet de répondre à un besoin de transport qui n'est pas du tout présent dans des endroits dans lesquels on ne peut pas mettre de transport en commun, puisque le poids démographique est beaucoup trop faible. Donc c'est une solution facile, rapide, efficace, puisque au vu des chiffres, on voit que c'est vraiment efficace, ça fonctionne très très bien. Ouais, on a les chiffres, on les voit, donc augmentation de x5 sur le nombre de trajets en covoiturage depuis 2023 en Haute-Tarentaise, et évidemment 52% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont le chiffre des séjours de ski au transport. Donc la Tarentaise, évidemment, forcément énormément de touristes liés aux stations de ski, et on le sait, ces stations de ski, si elles veulent faire quelque chose, il faut qu'elles agissent aussi sur la mobilité et l'accès, puisque c'est la principale cause. Il y a d'autres actions en ce moment sur Tarentaise, justement pour la vallée de la Tarentaise et pour l'organisme que vous représentez? Nous, le but, c'est d'offrir un vrai bouquet de mobilité, comme on aime bien dire actuellement, à notre population, parce qu'il n'y a pas une solution miracle, il y en a plein, parce qu'il y a plein de situations différentes, il y a plein de territoires et de populations différentes. Et du coup, on essaie d'intervenir sur absolument tous les tableaux. Donc, on réfléchit à l'autopartage, on réfléchit aux véhicules intermédiaires, mais également à agir sur le train, sur des transports en commun plus efficaces et à des tarifs plus attractifs pour nos habitants, mais aussi à essayer de changer les mentalités plus en profondeur. Ça, c'est une des choses les plus difficiles parce que ça se budgétise pas, mais ça se travaille dans le temps, c'est long, mais c'est grâce à des événements comme ça, par exemple, que ça commence à entrer dans la tête des gens. Marion Laferry, mairie d'Annecy. Il s'est passé beaucoup de choses à la mairie d'Annecy depuis quelques années, en tout cas sur la ville d'Annecy, sur les sujets mobilité. Certains sujets qui font de temps en temps grincer, d'autres qui sont applaudis. Il y a une réappropriation, c'est ce qu'on évoquait ensemble lors de la préparation de cette table ronde. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce qui s'est passé et quels ont été les freins? Comme venait de dire Léa, effectivement, la problématique, c'est vraiment comment s'adapter au changement et comment est-ce que va être vécu et on va s'approprier aussi le changement. Donc évidemment, ça a fait grincer des dents, mais on a également des habitants qui sont satisfaits. Alors ça met du temps, hein, tous les changements. Là, par exemple, on est concrètement en train de réaliser des changements de plan de circulation sur la ville d'Annecy, sachant qu'il y a plus de 25 ans déjà, il y avait déjà eu un plan de circulation qui avait été mis en place. Et c'est vrai que souvent, c'est assez mal vécu parce que ça veut dire sortir de son petit confort personnel, ça veut dire peut-être faire un peu plus de détours ou tout simplement se réinterroger sur sa propre mobilité. Parce qu'il faut savoir quand même que sur l'agglomération d'Annecy, il y a 50% des trajets de moins de 3 km qui se font en voiture. En voiture individuelle. Donc c'est quand même un chiffre assez important quand on se dit assez simplement que 3 km en marchant normalement, en 25 minutes, c'est fait. Mais effectivement, il y a on a été une ville pendant des années très pro-voiture. Et maintenant, il faut changer un petit peu de braquet et de se dire qu'on peut se déplacer autrement. Évidemment, il y a les transports en commun, il y a aussi le vélo. Et le Covid nous a beaucoup aidé aussi pour développer le vélo et les infrastructures vélo. Et puis la marche à pied. Et c'est pour ça qu'on parle de réappropriation de l'espace public, parce qu'on a beaucoup trop donné d'espace à la voiture. Alors elle a beau être thermique ou électrique, elle prend la place. Et l'idée, c'est vraiment de redonner plus de place aux mobilités actives. On voit les chiffres, on les commande quand même en même temps. Annecy, 4e ville cyclable de France, enfin dans les villes de plus de 100 000 habitants, et 680 000 déplacements par jour sur l'agglomération d'Annecy. Ce chiffre de 4e ville cyclable de France,
c'est une vraie fierté, c'était un objectif, ou c'est juste une étape et il faut aller encore plus loin? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément donc, la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, ce n'est pas nous qui avons sorti ce chiffre du chapeau et ce classement. Ils avaient réalisé, donc depuis maintenant plusieurs années, ils réalisent des enquêtes au niveau national sur les villes. D'ailleurs, il y a une enquête encore en cours jusqu'au 2 juin de la part de la FUB. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les freins justement à la pratique du vélo dans toutes les villes. Et oui, ça a été une fierté parce que par rapport à la 3e édition, enfin peut-être la 2e, là c'était la 3e où on est arrivé 4e ville de France, il y a une évolution favorable, les notes ont augmenté et puis on sent qu'il y a eu, alors avec le début du mandat j'imagine, et le fait aussi qu'on soit effectivement arrivé avec cette municipalité, et ben, la part modale a augmenté et puis on s'est vraiment inquiété des points noirs, ils étaient nombreux sur la ville d'Annecy. Les points noirs cyclables, c'est là où il faut agir parce que si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous allez continuer de prendre votre voiture en fait. On reviendra sur ces points évidemment. On va continuer. Antoine Pain, Protector Winter, association Protector Winter, directeur pour la France. Antoine, vous agissez sur de nombreux domaines, mais notamment la mobilité, évidemment, par de nombreuses enquêtes, études. Enfin, vous avez développé une vraie expertise. Quand on dit mobilité et décarbonation, pour toi aujourd'hui, on est quoi? On est loin? On avance? Faut s'inquiéter? Il y a une urgence? On est en retard. Vaste question qui m'est posée là. On peut replacer les choses. 32%, c'est la part des émissions carbone à l'échelle nationale qui correspond au transport. Et c'est aussi le seul secteur qui est en augmentation en France. Et c'est les chiffres du Haut Conseil pour le climat, cela. Donc une haute autorité étatique. Donc ça veut dire que peu importe nos efforts à n'importe quelle échelle, c'est un des sujets, si ce n'est le sujet majeur qu'on doit adresser. D'autant plus que la ramification des questions de mobilité se trouve dans l'urbanisme, se trouve dans la vie culturelle, se trouve dans la vie de santé, se trouve dans toutes ces questions-là. Donc forcément, c'est un sujet qui devrait être majeur. Je dis bien qu'il devrait être majeur parce que je mets au défi n'importe qui dans la salle et dans l'audience de me citer une mesure majeure qui a été proposée par exemple par les candidats et candidates aux élections législatives en juillet dernier, alors même que ça touche au cœur de vie de n'importe qui, qu'on soit un professionnel ou pas, qu'on soit un étudiant, une étudiante, un jeune qui veut se déplacer, quelqu'un qui veut aller en santé, etc. Donc globalement, c'est un peu le fantôme au milieu de la pièce, c'est ce qui dirige nos vies, mais ce qu'on n'adresse jamais à la question des mobilités. Vaste question, mais vaste réponse. on y revient évidemment. Thibaut Madarout pour Nexteneo. En 2 mots, ou en 2 mots et demi, Nexteneo, aujourd'hui, activité et objectif et apporteur de solutions? Un peu, oui, les 3. Alors, l'objectif, c'est faciliter l'adoption de la mobilité électrique via des solutions simples, fiables et d'optimisation énergétique, concrètement pour installer des bornes de recharge. Aujourd'hui, on a 2 grands métiers. On a un métier, on va accompagner en gros nos clients sur le déploiement des points de charge. Et ensuite, après, il y a toute la partie exploitation. Avant, on allait à la station essence. Maintenant, votre station essence, elle est sur le parking de l'entreprise, elle est dans les parkings publics, typiquement de la ville d'Annecy. Elle est en station. Et donc, en fait, il faut avoir un logiciel de gestion qu'on a développé. Et donc là, c'est via notre métier d'opérateur de points de charge qu'on va gérer ces points de charge. Donc, c'est gestion des accès, des moyens d'accès, de la monétisation, tous les flux monétaires. Puis il y a une vraie question aussi, c'est comment est-ce qu'on alimente ces points de charge. Donc c'est l'optimisation énergétique, être capable de finalement de délivrer de l'énergie en fonction des besoins de mobilité des utilisateurs. On n'a pas le même besoin quand on doit s'arrêter un quart d'heure et qu'on veut, on fait un pit stop, quoi. On s'arrête un quart d'heure, on repart et puis on a pris 80%, que quand on travaille ou que quand on va en vacances, on reste une semaine, voilà. Et on adapte ça en fonction de ça. Voilà. Ok, pareil, on y reviendra. Olivier Rossellini, Agile Autopartage, pareil, objectif et surtout actualité de votre entreprise. Donc, Agile Autopartage, c'est une société qui existe depuis 2 ans, qui a le Crédit Agricole comme actionnaire majoritaire et qui a pour objectif de dématérialiser l'automobile, c'est-à-dire faire en sorte que les voitures soient accessibles à travers un téléphone portable, donc un service d'autopartage classique digital. Et on le décline sur 2 activités, une qui est vraiment sociétale, sur laquelle on ne cherche pas du tout à gagner de l'argent. On est là pour servir nos clients, puisqu'on a 25 millions de clients, dont 60% qui sont en milieu rural, et on installe des flottilles de véhicules électriques multi-usages, donc des citadines, des experts ou bien des véhicules 9 places, dont à chaque fois un PMR, dans les milieux ruraux où il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne s'installe pas
contrairement à tous mes confrères d'autopartage, là où il y a tout, là où il y a déjà des tramways, des bus, des lignes de train ou des VTC, des taxis, des vélos en libre service, on s'installe là où il n'y a rien. Par contre, là où il y a besoin de beaucoup de mobilité, c'est-à-dire que là où les besoins sont les plus forts, c'est en milieu rural, c'est 97% de la mobilité est en voiture individuelle en milieu rural. Donc nous, on met en place un véhicule qui va être électrique, qui va être inclusif, qui va être solidaire aussi, puisqu'il va être aussi à destination des jeunes qui ont seulement 6 mois de permis, ou bien des aînés à travers un véhicule PMR. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun d'avoir le droit à la mobilité électrique, qui est aujourd'hui une mobilité assez élitiste parce qu'elle est très chère. Jérôme, vous aviez commencé à le dire tout à l'heure. Dans vos interventions, il y a aussi du conseil, évidemment. Les entreprises qui viennent vous voir ne sont pas forcément toujours totalement au courant de ce que vont devoir faire, ce qu'elles peuvent faire, à qui elles peuvent s'adresser. Est-ce que déjà ce côté un peu photographie avec elles, avec chaque entreprise de ces sujets, est-ce que vous les voyez au contraire de plus en plus au fait, où il y a encore beaucoup de choses à apprendre? Et est-ce que le contexte global est incitatif pour les entreprises à être dans une mobilité plus décarbonée? Alors je dirais que ça dépend déjà pour la première question, beaucoup de la taille de l'entreprise et finalement de sa capacité aussi à avoir des ressources staffées parce que ça coûte quand même pas mal d'argent de pouvoir avoir accès à cette compétence-là et de manière pérenne et durable. Donc plus l'entreprise finalement est développée et plus on a de chances de trouver un responsable RSE ou un responsable qualité qui prend aussi en charge la RSE et donc on a un interlocuteur direct, on va dire dont c'est le métier ou au moins en partie. Mais on a finalement la majorité, voire la très grande majorité du territoire qui est constituée de PME, de TPE-PME. Et celle-ci, c'est déjà un engagement volontaire pour 99% d'entre elles, ou quand il n'est pas volontaire, il est effectivement réglementé. Il est réglementé par l'Union européenne et ensuite par la France, ou par les donneurs d'ordre qui mettent des critères, notamment dans les appels d'offres. Et donc, nous, quand on arrive, alors soit l'entreprise est très au fait, et du coup, on est plutôt en soutien sur un plan de déploiement, soit l'entreprise est très peu au fait, à la fois de la réglementation, mais aussi finalement de ce qu'elle fait déjà. Et un de mes rôles, je trouve, principaux, c'est aussi de s'attacher à expliquer à l'entreprise qu'en fait, probablement, elle fait déjà plein de choses dont elle n'a pas forcément conscience, que ça doit lui donner confiance dans la valeur que ça peut avoir et surtout le gérer comme une opportunité de développement derrière. Mais effectivement, le contexte réglementaire, il se durcit pour certaines choses et il s'allège énormément pour d'autres. Donc on est face à une ambivalence un petit peu en ce moment, notamment sur la partie CSRD, donc pour les plus grandes entreprises qui doivent avoir un rapport de durabilité, un rapport extra-financier, où finalement il y a un stop de la Commission européenne pour 2 ans. Donc en fait, pendant 2 ans, tout le monde lève les mains et maintenant me dit « Ah, on va attendre, on verra bien ». Quelques-unes à la marge disent quand même « On avait engagé l'effort ». Donc finalement, maintenant qu'il est engagé quelque part, on a fait le plus dur. Donc en fait, on va le poursuivre de façon volontaire. On va peut-être alléger certaines choses qui pour nous paraissaient démesurées, mais on va poursuivre cet effort. Je redis bien, c'est à la marge. Et par contre, on commence à avoir des interrogations de PME, de sujets RSE notamment liés aux événements qui vont arriver sur le territoire, pour ne pas dire les JO, ou par rapport à des collectivités qui durcissent leurs appels d'offres et qui nous disent en fait, on se dit, il faudrait peut-être un label. Madame, on prend lequel? Alors non. Du coup, on ne va pas aller là-dessus. On va plutôt se dire, c'est quoi votre métier? Et pragmatiquement, sur quoi vous pouvez agir et comment vous pouvez le faire. Et une fois qu'on a fait un peu ce premier diagnostic avec eux, on essaie de prioriser, en tout cas pour les plus petits, les efforts à fournir. Et effectivement, un des efforts centraux, c'est quand même la mobilité. Et là, on travaille notamment en partenariat local. On travaille avec Nexteno, qui est à côté de moi sur la partie RVE. On travaille sur de l'éco-conduite aussi, par exemple, avec Drive-Innov, qui est un autre qui est chambérien. Et puis, on travaille aussi sur des pratiques, finalement, pour dire on peut décarboner une partie de la mobilité. Il peut y avoir de la mobilité douce. Il peut y avoir finalement une mobilité qui n'est pas forcément le transport véhicule et essayer de commencer à semer des graines pour que les usages et l'essence même de ce que représente la mobilité fasse un peu plus de sens. Ouais, semer des graines, on en revient au sujet qu'on avait abordé aussi sur le fait de changer les habitudes
aussi de nos habitudes, tous, nos habitudes. À la mairie, on avait évoqué le sujet de ces vélos, évidemment, c'est cette réappropriation avec les zones piétonnes, ce qui est en connexion directe aussi avec les voitures, parce qu'il y a forcément un système ou un écosystème à créer ensemble. Et puis donc ce changement d'habitude. Comment vous le vivez, comment vous arrivez à apporter peut-être de la pédagogie, à apporter de la réassurance. Qu'est-ce qu'il faut pour continuer? Et je finis ma question avec un temps long qu'on n'a pas forcément toujours en politique, et on vient juste de le voir avec des changements de position européens et français assez importants. Alors oui, il y a du temps long. Vous parliez de pédagogie. Je pense qu'on aura beau en faire énormément, à partir du moment où on n'a pas envie soi-même de changer, malheureusement, les chiffres à la pluie ne suffiront pas. C'est-à-dire que pour typiquement les plans de circulation ou le principe d'évaporation du trafic, quand justement on enlève le passage par certaines rues, avec des chiffres à l'appui, d'expérimentation d'autres villes, on va avoir, et on a eu des habitants, des commerçants qui vous disent « Non, mais Annecy, c'est pas pareil. » Et cette ville-là, c'était une exception, etc. Alors que plein d'études le montrent. Et par exemple, l'évaporation du trafic, c'est typiquement ce qui s'est passé à Rouen. C'est une étude assez connue, où lors d'un incendie, donc un pont a été détruit. Il a fallu plus de 2 ans pour le réhabiliter. Et en fait, du jour au lendemain, à partir du moment où ce pont n'était plus praticable, ils ont observé que tout le trafic qui passait sur tous les ponts, la somme des ponts de Rouen, finalement, après ce pont-là qui a été fermé, il y a une baisse du trafic généralisée. Ça veut dire que les gens ont dû décider, alors pas volontairement, mais parce qu'ils se sont retrouvés face à ce problème, ont trouvé d'autres solutions pour se déplacer, ont optimisé leur déplacement dans les voitures en étant plusieurs, se sont mis au vélo, se sont mis au bus, ont changé leur moment où ils passaient, ou alors le télétravail aussi peut-être s'est mis en place. Et tout ça, donc, ça nous permet en tout cas d'apporter des éléments concrets lorsqu'on fait des réunions publiques, lorsqu'on discute avec les habitants. Mais clairement, ce qui va jouer, c'est le fait de l'expérimenter. Toutes les rues qu'on a piétonnisées, que ce soit avant, dans les mandats d'avant, ou même celles qu'on est en train de piétonniser, une fois que c'est fait, clairement, vous demandez aux gens est-ce qu'on reviendra en arrière, est-ce qu'on remettrait les voitures dans votre rue? Il n'y en a pas beaucoup qui vont vous dire oui. Donc c'est effectivement quelque chose qui prend du temps, il y aura toujours des freins. Mais à la pratique, on voit que finalement c'est accepté. Antoine, une réaction sur ce qui a été évoqué là? Alors il y a eu plein de sujets qui ont été évoqués, mais autant évidemment le changement les évolutions dans les incitations, les différents métiers là qui ont été évoqués, qui participent, et cette notion de pédagogie qui concerne aussi Pau, en tout cas le faire connaître. Une réaction sur ces sujets-là? De nombreuses, et le temps qui nous est imparti va me forcer à des choix malheureux, j'imagine, pour la profondeur du propos. Peut-être poser la question de la limite de la pédagogie dans un monde qui clairement tire dans l'autre sens. Un des exemples que j'avais partagé presque en préparation pour la présentation, c'est le fait qu'à l'heure actuelle en France, un billet de train coûte 2,6 fois plus cher pour qu'un trajet similaire en avion. Globalement, en quoi ça devrait être reposé sur la capacité individuelle à prendre la décision de faire un choix qui a un impact sur le reste de la société? On peut le mettre comme ça. Est-ce que la capacité à se déplacer de manière durable, décarbonée, ou en tout cas la moins impactante pour le reste de la société, parce que là on parle de carbone, mais on pourrait mentionner les questions de qualité de l'air, qui est un sujet que vous connaissez bien aussi à Annecy, encore qu'on est dans d'autres vallées, ce genre de choses-là. Globalement, à l'heure actuelle, on laisse ça à l'initiative personnelle, couplée généralement à la capacité financière de pouvoir le faire. Moi, souvent, on avait déjà fait un sujet comme ça, tout le monde était très content de venir me voir parce que je faisais un trajet en vélo entre les Bauges où j'habite et Annecy où je travaille, et ça m'arrive autant que faire se peut. J'ai la chance immense de pouvoir investir dans un véhicule comme celui-là, et c'était pas possible peut-être pour beaucoup d'autres personnes. Et donc, vous l'avez mentionné, le droit en fait à la mobilité, et nous, c'est une des choses pour lesquelles on se mobilise, voire même qu'on milite, c'est de considérer à titre similaire que d'autres sujets, que la capacité de se mouvoir dans son environnement pour accéder à un travail qui soit digne, pour accéder à des services de santé ou des sources d'alimentation qui soient saines, ça doit être vu comme un service public.
Et il s'avère qu'en ce moment, les services publics, on a tendance à penser que ça devrait être à l'équilibre. A priori, et je sais que j'ai des services bancaires à côté de moi, donc ces questions d'équilibre sont importantes, mais en tout cas, il y a des pans de la société qui nécessitent qu'on considère qu'ils sont là pour alimenter les besoins des citoyens et non pas pour répondre à des questions budgétaires. Et je crois que toutes les questions qui sont abordées là retombent sur ces questions-là. La mobilité, elle est au cœur de tout ça, parce que ça ne peut pas être un choix individuel vu le contexte dans lequel on se trouve. Justement, il y a aussi une notion d'intérêt général. Est-ce que cette décarbonation, elle est assez... C'est une question d'enfant que je pose. Sincèrement, je m'écoute là. Est-ce que cette et puis je fais mes experts en plus. Est-ce que cette décarbonation, elle est assez à ce que les conséquences, en tout cas du non décarbonation, est assez connue de tous? Est-ce qu'il est assez répété? Tout simplement parce qu'il y a une question d'incitation. On incite que quand on a une vraie prise de conscience. Sur les questions de mobilité, moi je dirais, enfin je peux répondre en 2 temps, et je suis désolé, je prends la parole, peut-être elle ne m'était pas adressée. Globalement, si vous voulez, je peux être la personne qui vous répétera que oui, on est en train de mettre à mal l'outil de vie sur lequel on se trouve en tant qu'espèce, et que probablement, dans un siècle ou deux, au rythme auquel on continue, il faudra se poser la question de savoir si on avait bien agi dans les dernières décennies. Ça, c'est la première chose, et je pense qu'on peut revenir moi, j'ai la conviction, nous avons la conviction chez Protect Our Winters, que la question des mobilités, elle est avant tout culturelle. Culturellement parlant, la voiture thermique individuelle, la voiture individuelle d'abord, puis thermique ensuite, parce que c'est des questions qui peuvent se réfléchir, est un élément majeur de construction de notre société. Des rites de passage à l'âge adulte sont construits autour du fait d'acquérir la capacité, de conduire une voiture, mais surtout d'en posséder une. L'expression d'une certaine virilité pour une partie de la population peut aller là-dedans. La capacité d'être, et là je vous parle d'éléments marketing, une bonne mère va avec le fait d'avoir telle ou telle voiture pour envoyer ses enfants à l'école, etc. etc. L'élément voiture comme étant l'apothéose du mouvement humain dans son environnement est avant tout culturel, et si on n'est pas capable de remettre en question la part prédominante de l'imaginaire à quoi répond la voiture et ou l'avion, toutes ces questions-là, budgétairement parlant, on peut revenir. Vous avez mentionné la Covid tout à l'heure. Qui pouvait penser qu'on pouvait mettre en pause tout un pays d'un coup? Pas grand monde, jusqu'à ce qu'on y soit contraint. Voilà, le monde, notre pays, en tout cas, on avait la part de responsabilité sur notre pays et tout le reste. Donc, a priori, dire stop à la voiture, c'est possible au moment où on déclarera que c'est un impérieux besoin. Ouais. Ouais. Quand il y a danger, on est prêt à faire des efforts. Oui, Oli. Sur la notion de culture, c'est clair que des pays comme la Suisse ou le Canada ont depuis des décennies sensibilisé leur population à la protection de leur environnement. Aujourd'hui, ce sont les champions du monde de l'autopartage. Alors que c'est un sujet qui est toujours difficile à porter d'un point de vue économique. Donc ça fait vraiment partie de cette équation de culture et d'acculturation. C'est les principaux freins, Olivier, pour finir, pour continuer? Si, bien sûr qu'il y a une problématique de changement, de se dire on va consommer la voiture autrement que simplement d'avoir sa propre voiture qui nous attend en permanence en bas. Donc ça c'est une vraie politique de changement, mais après c'est la nécessité qui fait loi. Le principe de l'autopartage est en montée en flèche libre, enfin vraiment très fort, à cause du coût du déplacement et de la mobilité. Aujourd'hui, avoir 2 voitures en milieu rural, c'est plus cher que sa maison. 2 actifs qui travaillent, qui font 50-60 km par jour, leur voiture leur coûte plus cher que leur maison. Et la voiture coûte tout le temps de l'argent. Alors que la maison, une fois qu'on l'a payée, elle coûte plus. Enfin, elle coûte les charges. Une voiture, c'est en permanence une charge toute sa vie. Donc la question de se poser, est-ce que j'ai besoin d'avoir cet actif en bas de chez moi qui me coûte de l'argent, même s'il ne roule pas, il coûte de l'argent, ou bien est-ce que je le consomme seulement quand j'en ai besoin? C'est une vraie question de changement. Juste pour compléter sur la partie culturelle, la voiture, elle nous permet d'aller plus vite, plus loin. Donc aujourd'hui, on habite plus loin de notre lieu de travail, de notre lieu de vie aussi ensemble. Et donc, forcément, on a adapté notre façon de vivre à l'usage qu'on a fait de ce moteur culturel qui a été la voiture à un moment donné. Et sur le partage, effectivement, les collectivités, mais peut-être pas juste à l'échelle de la commune, si ce n'est à l'échelle de la Comcom, du département, de la région, de travailler sur aussi un mix accessible mobilité. On a un sujet qui est forcément lié à la montagne dans tout ça. Quand on essaye de mettre un transport par câble valléen et qui passe par 6 communes différentes et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un tracé, ça n'encourage pas à décarboner, ça n'encourage pas à montrer aussi autour qu'on est capable de se concerter et que du coup on refait force commune.
Donc c'est ces enjeux-là aussi philosophiquement, si on avance sur ce biais-là, de se dire il faut retravailler culturellement sur un refaire ensemble et peut-être aussi en proximité. Je voudrais réagir parce qu'au-delà aussi de l'aspect philosophique, il y a évidemment un pendant et un impact politique et de choix politiques dans la vision du territoire. Et effectivement, vous disiez c'est plus facile avec une voiture d'aller plus vite, plus loin. C'était Frédéric Errand, qui est un économiste et un urbaniste, qui disait qu'en moyenne, sur un siècle, finalement, les Français, ils passent toujours autant de temps dans leur transport. Donc un siècle, on va dire que c'était plutôt à pied, globalement. Mais maintenant, ils passent toujours 1 heure en moyenne par jour, mais pour aller beaucoup plus loin. Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on a favorisé le fait d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, par les politiques qui ont été menées, par les infrastructures qu'on a aussi construites. Et la problématique, c'est quand vous allez tête baissée dans à nouveau des projets routiers, autoroutiers, sans proposer d'alternatives. Et donc, ça va inciter les gens, effectivement, à aller à habiter toujours plus loin de leur lieu de déplacement, enfin leur lieu de travail, je veux dire. Et donc, là, on est loin de l'objectif qui est de décarboner, alors même si elle est électrique. Mais en tout cas, au bout du bout, c'est quand même des bilans carbone. Il faut produire de la voiture individuelle supplémentaire. Et effectivement, pour ceux qui sont un petit peu au fait sur ce territoire, on a un sujet aussi avec une autoroute aussi qui voudrait se construire. Ça fait 40 ans que c'est dans les cartons. Alors qu'on a parallèlement, quasiment à cet axe-là, autoroutier souhaité, investi des millions, voire plus, pour le Léman Express. Donc à un moment donné, effectivement, c'est des choix politiques de se dire, on avantage le transport en commun, ou est-ce qu'on continue d'avantager la voiture individuelle ? Léa, je voudrais revenir quand même sur... on a parlé de montagne, j'ai envie de parler de montagne évidemment, c'est un des sujets du département aussi. Un afflux de voitures important lié au tourisme et notamment au tourisme du ski. Je reprends le côté culturel, évidemment, du fait de venir au ski en voiture. Il y a eu des efforts énormes qui ont été faits pour inciter les gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs à venir en train. Je n'ai pas tous les chiffres, je ne suis pas sûr que ce soit un franc succès. Et si ça marche quand même, donc ça avance, donc c'est une très bonne nouvelle, vous allez nous en parler. Et puis il y a la vallée de la Tarentaise, ça va être le record en termes de flux de voitures des samedis de vacances sur une même vallée en même temps. Il y a une conséquence importante, on le sait. Est-ce que ce cas d'école, la conscience collective avance ? Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de mettre 50 000, peut-être que je pense que c'est à peu près ça, mais 50 000 véhicules un samedi dans la même vallée, avec les émissions carbone, les glaciers au-dessus, tout ce qu'on n'arrive pas à changer pour l'instant, ou pas assez en tout cas. Alors il y a une conscience collective qui arrive, mais beaucoup trop lentement, c'est sûr. On essaie de trouver, nous, des solutions comme on peut, parce que oui, venir au ski sans voiture, ça engendre plein de problèmes en fonction du type de personne. On vient à 4 en famille, aller dire à une famille avec des enfants en bas âge de venir en train, puis car, puis taxi, puis... Voilà. Mais encore une fois, avec ce bouquet de mobilité qu'on propose, il y a plein de solutions. Nous, là, on essaie plutôt d'intervenir sur, par exemple, les hébergeurs, pour qu'ils proposent des hébergements plutôt que de faire du samedi au samedi, qui proposent du dimanche au vendredi, du dimanche au dimanche, qui sont un petit peu plus flexibles pour étaler un petit peu plus les flux, étaler les trains. Les trains fonctionnent bien. Je crois qu'on est une des lignes une des zones où ça fonctionne le mieux l'hiver. En tout cas, il y a beaucoup de trains l'hiver et ils sont vraiment remplis. J'ai pas les chiffres en tête, mais on a une vraie augmentation d'hiver en hiver. Maintenant, il faut penser à l'acheminement jusqu'aux stations. Le dernier kilomètre, c'est un autre problème. Mais je ne sais pas vraiment si les usagers qui viennent le samedi et qui sont coincés dans les bouchons ont cette conscience de se dire si je venais en train. Ils se disent plutôt, je ne sais pas ce qu'ils se disent parce que je ne le fais pas, mais, mais j'espère en tout cas. En tout cas, ça avance. Des chiffres que vous nous donnez, ça avance lentement, mais ça avance quand même. L'incitation est là. Malgré, en effet, le sujet, il n'y a personne de la SNCF autour de la table, donc on va pas, c'est souvent le cas d'ailleurs, mais on va pas donc rester là-dessus. Mais c'est vrai que c'est forcément, c'est pas la peine toujours aussi de stigmatiser les gens. Vous devriez venir en train, oui, enfin quand ils sont 4, et le prix de 4 billets de train versus, oui, en effet, il faut quand même avoir une conscience à ce niveau-là. Thibaut, on vous a pas beaucoup entendu. Quels sont les freins que vous rencontrez, vous, ou au contraire les grands succès qui font que ça se développe et que ça s'implante partout, Nexteneo ? Alors peut-être déjà les freins sur le développement de la mobilité électrique, c'est exactement ce dont on vient de parler. Je trouve que ça fait écho.
Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur la route parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'offres de train. Pour les bornes de recharge, c'est un peu la même chose en fait. C'est qu'on voit dans toutes les entreprises et peu importe là où on met des bornes de recharge, finalement, on met des bornes de recharge, il n'y a pas de voiture électrique, on met des bornes, il y a des voitures électriques qui arrivent. En fait, pourquoi ? Parce que le principal frein concrètement pour le passage à la voiture électrique, c'est la peur de la panne sèche. Alors qu'on fait 50 km par jour et que même si on a une petite voiture électrique, en fait, on va recharger une fois par semaine. Voilà, on fait toujours cette analogie, on a du mal à ce changement d'habitude, ça a été pas mal évoqué. Donc ça c'est ça, et après pour nous Nexteneo, on a cette chance d'être déjà acteur local, donc on travaille pour Annecy par exemple, on gère toutes les bornes de recharge qui sont dans les parkings d'Annecy. Juste partager un chiffre, ça représente 320 000 km qui ont été rechargés sur le premier trimestre. Sur le premier trimestre 2025, c'est 48 tonnes de CO2 qui ont été du coup économisées par rapport à véhicules électriques. Et ensuite, après, on va travailler par rapport aux véhicules thermiques. Et ensuite, donc voilà, on a 500 points de charge aujourd'hui. On en aura en gros 1000 points de charge à la fin de l'année. Du coup, on est sur une belle progression. Et voilà, on est une dizaine de personnes, on est local, et on travaille avec des partenaires locaux. Et on commence l'objectif cette année est de se déployer sur toute la France. Marion, votre avis sur le déploiement des voitures électriques à la ville d'Annecy, quelle est la politique, ou en tout cas la vision en complément peut-être de la politique vélo dont on a parlé tout à l'heure? Au-delà d'une vision, il y a aussi des lois et des réglementations par rapport à des nombres de places qu'on doit mettre à disposition aussi dans les parkings. Donc bien évidemment, l'objectif étant de respecter la loi par rapport à ce nombre de places. Et évidemment qu'on l'encourage, on préfère tous, je pense, avoir en dessous de chez soi une voiture qui passe à l'électrique par rapport à la baisse de la pollution, mais aussi pollution sonore, parce que ça a été un gros phénomène aussi que le Covid nous a appris, c'est qu'on aimait bien vivre avec peu de voitures en ville et peu de nuisances sonores. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire par rapport à l'électrique. Nous, c'est vrai que la problématique, elle est forcément aussi budgétaire au niveau de la ville et dans d'autres villes, c'est que ça coûte de l'argent aussi de mettre à disposition des bornes, parce qu'au final, le client final, lui, il ne le voit pas forcément, mais il y a quand même un gros investissement de départ. Et puis après, d'un point de vue purement technique, les soucis, en tout cas dans nos parkings et sur les places de stationnement en surface, c'est la non-rotation des véhicules ou les gens qui squattent. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le sujet qui revient sans arrêt. C'est comment faire en sorte que, effectivement, ceux qui ont une voiture électrique puissent avoir la place de disponible quand ils veulent vraiment brancher. Donc ça, après, c'est plus notre petite tambouille de contrôle et de verbalisation. Malheureusement, on est obligé d'en arriver à ça pour pouvoir déployer davantage et que ce soit respecté surtout. Jérôme, voiture électrique, il y a aussi des réglementations qui concernent les entreprises, les flottes. On l'a un sujet déjà évoqué. Ouais, peut-être rappeler où est-ce qu'on en est. On parlait des bornes et du coup vous parliez des réglementations. Il faut se dire qu'à partir du moment où on a un parking de 10 places, il faut au moins une borne. Et après, la loi impose, on va dire, des quotas en fonction de la taille du parking, mais demande à ce qu'il y ait 20% des places qui soient préinstallées. Donc c'est-à-dire qu'on ait les câbles et les réseaux qui soient tirés, prêts à mettre les bornes. Malgré tout, si d'un coup on mettait 20% sur tous les parkings de la ville, en fait on perdrait un nombre de places aussi incalculable qui ne correspondrait pas forcément à l'usage actuel. Donc ça fait référence à la loi LOM. Et la loi LOM, elle impose aussi pour toutes les grandes sociétés qui ont des flottes de plus de 100 véhicules d'avoir un quota de verdissement annuel sur tout ce qui est renouvellement et nouveaux véhicules. Et cette année, la loi de finances 2025, elle impose des sanctions beaucoup plus contraignantes sur les flottes 2025 pour 2026, avec des amendes qui vont de 2 000 à 4 000 euros, qui iront jusqu'à 7 000 euros en 2027 pour tout véhicule qui aurait dû être verdi qui ne l'a pas été. Concrètement, pour une ETI, ça peut représenter 40 000, 50 000 euros d'amende. Donc ça veut dire aussi que l'on enjoint les plus grosses entreprises, en tout cas des territoires, à faire ce pas-là. Mais pour moi, il y a toujours ces deux poids, deux mesures. C'est de se dire on tape par le haut du panier parce que quelque part, c'est ce qui se verra le plus vite. Et c'est très bien, il le faut pour ces gens-là qui ne font pas forcément l'effort. Pour moi, la mobilité décarbonée par véhicule électrique, elle est nécessaire sur une vision court et moyen terme. Et donc, notre objectif principal aujourd'hui, c'est d'arrêter d'autant émettre. Quand on a son propre bilan carbone qui est fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, c'est la première source de décarbonation importante avant le logement, avant l'alimentation, avant quoi que ce soit d'autre. Donc soit arrêter la voiture,
et passer au vélo, passer à des modes doux, le train, etc. Soit passer déjà à un véhicule électrique. Et en gros, pour des véhicules de société type utilitaire, en moins de 10 000 km, on a écrasé le bilan carbone de la voiture. Donc en fait, on se rend compte aussi que ça a une vertu très court-termiste positive. Après, ça n'empêche pas de se poser toutes les autres questions. Et comme je dis souvent aux entreprises que j'accompagne, là, vous faites un investissement de véhicule, il ne va pas durer 30 ans. En fait, vous renouvelez ces flottes-là. Donc, vous vous posez des questions pour 5, 10, peut-être 15 ans, et pour participer à un mix. Et ce mix mobilité et décarbonation, je pense qu'il est essentiel aussi à prendre en compte, à dire que 100% de l'électrification de l'usage du véhicule ne sera jamais possible. Et ce n'est pas ce qu'on demande aujourd'hui, en tout cas dans le premier effort qui est fait. Thibaut, une réaction? Oui, juste en plus de l'efficacité peut-être énergétique, on décarbone et tout ça, c'est aussi financier en fait. C'est qu'on a on n'arrête pas d'entendre en fait partout que la voiture électrique ça coûte 3-4 fois plus cher. En fait, c'est l'inverse. En fait, pour une entreprise, concrètement aujourd'hui, faites tous le calcul, on pourra le faire ensemble si vous voulez, mais c'est vraiment entre 2 et 3 fois moins cher en fait. Donc c'est bon pour le climat, je pense bon pour le porte-monnaie aussi, en tout cas pour les finances. Et après, voilà, c'était ça ici. Et deuxième chose aussi, c'était sur la réglementation tout à l'heure quand on en parlait, on voit toujours les réglementations comme une contrainte, ça l'est parfois, c'est certain. Nous ce qu'on voit en fait, c'est que quand on voit les pourcentages d'obligation d'équipement des places, finalement en fait ça correspond pratiquement aux besoins et en gros aux courbes qui sont en train d'être vérifiées. Donc en fait, on met ça en avant parce qu'on n'a pas envie d'y aller, sauf que en fait, il y a un besoin derrière et c'est pas juste pour embêter les gens. Voilà. Peut-être un tout petit chiffre pour compléter ce que dit Thibaut. En 2014, il y avait 28 000 véhicules électriques. Mars 2025, il y en a plus de 2,1 millions. Donc en fait, on voit aussi que la courbe de charge elle est exponentielle et que les années faisant, la courbe n'a pas augmenté de 2014 à 2018, mais plutôt de 2019 à 2025. Quoi. Antoine? Moi, plusieurs choses qui m'alertent en l'occurrence dans tout ça, c'est la question de savoir est-ce qu'on est en train de remplacer la bonne chose. Une formule qui tourne un peu dans les médias, un peu partout, c'est de dire l'électrique c'est l'avenir de la voiture, mais la voiture c'est pas l'avenir de la mobilité. En tout cas, la voiture individuelle, tu mentionnais le chiffre ici, là, 2 millions. Pour le coup, est-ce que c'est 2 millions de purs électriques ça en laisse 36 millions à vendre, puisqu'il y avait 38 millions de véhicules immatriculés en France au 1er janvier 2020, je crois. Dans un paradigme où, vous le mentionnez tout à l'heure, on est 2 actifs, on va avoir 2 voitures. Est-ce que la mission décarbonation de la France passe par électrifier chacun des véhicules individuels ou peut-être une hybridation de toute la pratique, à savoir de dire, et ça c'est une des choses qui est intéressante, nos voitures individuelles passent plus de temps à ne pas rouler qu'à rouler. Donc, est-ce qu'elle devrait être à nous individuellement? Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai vécu à Montréal, en l'occurrence, pendant quelques années où j'étais usager de communauto, autopartage. Il y avait vraiment cette distinction entre c'est pas ma voiture, c'est vraiment OK de la partager, et mettre sa voiture individuelle au sein d'un service partagé où là, les blocages étaient massifs. Je me permets de rebondir, je ne suis pas sûr que les Canadiens soient très éduqués à la question environnementale avec leur sable bitumineux et ce genre de choses-là, par exemple, et pour y avoir travaillé pendant 10 ans à l'éducation à l'environnement aussi. Mais il y a cette question-là, c'est de dire... c'est un passage obligé, a priori, l'électrification pour nombre des véhicules. Ceci dit, si on garde en point de mire, en norme culturelle, le fait d'en posséder un ou une chacun, on va arriver à de nombreuses questions, budgétaires certainement, potentiellement de tensions au niveau des ressources. Et si on veut rebondir sur l'actualité, est-ce que les constructeurs automobiles français en particulier ont accès à l'intégralité des ressources dans un climat international qui se tend spécifiquement avec des acteurs qui veulent vraiment jouer aussi des épaules de ce côté-là? La question se pose. Je voulais réagir effectivement par rapport à ce 2 millions et puis ce chiffre qui va effectivement augmenter. Et moi, je vais prendre la casquette aménagement d'espace public, parce que dans ma délégation, j'ai aussi les espaces publics. C'est que on se plaint des embouteillages, mais à partir du moment où, que ce soit thermique ou électrique, les embouteillages, ils seront là. Donc la solution, c'est pas d'électrifier toute la flotte au niveau français. Puis en plus, je sais plus quel est le chiffre sur le nombre de centrales nucléaires qu'il faudrait en plus. Mais c'est surtout de faire en sorte qu'il y a de moins en moins de voitures. Et donc de mettre un écosystème, en tout cas dans les villes et les agglos, on est d'accord que c'est quand même plus simple qu'en milieu rural, mais mettre un écosystème pour que le taux d'équipement par foyer, il diminue drastiquement
d'année en année. Et notamment là, et c'est aussi la force du politique quand on arrive à jouer là-dessus, d'avoir un impact, c'est sur les PLU, les plans locaux d'urbanisme, où après, plutôt que ce soit un peu open bar, entre guillemets, avec les promoteurs immobiliers, où on peut mettre 2 à 3 voitures en sous-sol, bah non, à un moment donné, il faut contraindre. Parce que sinon, on ne va pas essayer non plus de changer, de se réinterroger sur son mode de déplacement. Donc effectivement, on va devenir de plus en plus contraignant, en tout cas au niveau du PLU du Grand Annecy et de la ville d'Annecy. Parce qu'à un moment donné, on considère que quand on est en milieu urbain, qu'on a déjà des offres de stationnement, justement des offres de mobilité, on ne peut plus se permettre d'autoriser autant de personnes à avoir autant de voitures par foyer. Donc voilà, donc faut contraindre. C'est un gros mot, mais à un moment donné qui est nécessaire et il faut passer par la contrainte pour peut-être vendre une voiture. Sur les 2 voitures du couple, il y en a un qui passe au vélo cargo et on se débrouille autrement avec les enfants. Olivier, vous en parliez tout à l'heure, on va y revenir, mais moi, juste un exemple aussi, puisque Antoine parlait du Canada. Ça va être un peu moins exotique, mais je vais parler de Paris. Non, mais vous vous souvenez quand même tous de l'échec de l'autopartage à Paris. Ça a duré 4 ans et on a jeté l'éponge et les voitures sont reparties. Et je ne me fais pas l'avocat du diable. Justement, c'est peut-être pour dire qu'il y a des époques qui changent. Et, il y a eu sûrement peut-être des erreurs de fait. Mais voilà, ça n'a absolument pas marché. Il y avait eu une flotte électrique en autopartage avec un système très simple en plus d'utilisation. Ça a duré 4 ans, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui ça marche? Est-ce que c'est juste les mentalités qui ont évolué? Est-ce qu'on est plus prêt maintenant? Alors ça a duré plus de 8 ans. Ça a très bien marché. Le temps passe vite à Paris. Ça a très très bien marché. Il y avait un véritable usage. Ça a été immédiatement remplacé dès qu'ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils avaient des coûts structurels très importants à cause de la batterie de Bolloré qui était nécessairement, qui devait nécessairement être branchée puisque c'était une batterie chaude. Bon, donc ça leur faisait 2 fois plus d'infrastructures puisqu'il leur fallait 2 places pour une voiture. Puisque c'est la boucle verte. On partait d'une place et on allait à une autre place. Et puis deuxièmement, c'est le vandalisme, l'incivisme et l'absence de prestations de nettoyage. Donc le vandalisme et l'incivisme, ça c'est pas chez Communauto par exemple. C'est pas chez Mobility en Suisse. Donc la notion de civisme et de respect du bien public est beaucoup plus importante dans des pays qui ont cette éducation sur le partage et le respect de ses biens. J'ai un exemple, c'est que si tu vas chez Communauto en ce moment, on est le mois de mai, il y a toujours l'appel à neige dans la voiture. Personne ne l'a volé. Voilà, c'est ça la réalité. Pour prendre une voiture chez Communauto, on ouvre un coffre à clé avant qu'ils aient la technologie. Moi, j'ai fait une visite chez eux il y a 10 ans, à l'époque où je mettais en place des Twizy dans les stations de ski. On ouvrait un coffre à clé dans lequel il y avait 10 clés. Il y avait 10 voitures, mais il n'y avait personne qui prenait les 10 clés. Le Canadien, il prenait juste sa clé et il prenait sa voiture. Donc le respect était vraiment quelque chose de très important sur Autolib. Et c'est sûr qu'il y avait du trafic de drogue, il y avait tout ce qu'on peut imaginer dans des voitures qui sont en libre service et laissées comme ça. Donc c'est pour ça que le service a disparu. Mais il a été immédiatement remplacé par Free2Move, par Car2Go. Et aujourd'hui, ça fonctionne extrêmement bien. Mais on n'ira jamais à Paris. On n'ira jamais dans les grandes villes. Ouais, Même Annecy est déjà une grande ville. C'est vrai que parce qu'il y a des lignes de bus. Les besoins prioritaires sont en effet plutôt en zone rurale que... Nous, on s'installe que dans les zones rurales. Absolument, 100%. Et puis on fait aussi du B2B, c'est-à-dire qu'on équipe les collectivités locales, là je veux bien les Annecy, pour qu'elles partagent leurs propres véhicules vis-à-vis de leurs agents. Parce que pour une administration, une collectivité, passer à la transition énergétique, c'est quand même augmenter le prix de ces véhicules. Et là, il y a une problématique financière qui se pose. On ne veut pas dire à son directeur financier, je vais devoir faire 50% de plus l'année prochaine parce que je respecte la loi l'homme. Donc partager les véhicules dans une administration, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On a le conseil départemental du 76, du 14, la mairie de Mulhouse, et ça marche très très bien. Donc on en revient à quelque chose de très systémique en fait, c'est que voilà, on parlait de mobilité, on est revenu à de l'éducation de base et de la civilité. Non, mais le service public est le vrai sujet. Tout à l'heure, Antoine en parlait, c'est qu'il n'y a pas une ligne de bus qui est rentable. Ça, c'est la réalité. La mobilité est un service public et elle doit être portée comme ça, comme un hôpital. Donc, nous, on a un modèle où on porte 50% des investissements vis-à-vis des collectivités. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. Il n'y a pas une ligne de bus qui est rentable. Est-ce que je peux rebondir? C'est vrai que la mobilité, j'ai peut-être moins de recul là-dessus que vous. Mais j'ai l'impression que c'est quand même relativement nouveau pour beaucoup de personnes. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, quoi.
des habitants comme dans ma propre communauté de communes. Je veux dire, c'est vraiment des idées nouvelles. Donc, il faut aller vite parce qu'on en a besoin. C'est maintenant et c'est pas demain qu'il faut changer les choses, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que tout va très très vite et que les gens sont à la ramasse quoi, entre les applis, l'autopartage, le covoiturage, ils savent même pas ce que c'est la différence. Il y a plein d'outils, c'est super, mais je pense que c'est vraiment aussi aux institutions, aux privés, aux employeurs de prendre la main des usagers et de les accompagner au mieux dans ce changement qui est pour tout le monde. Je vais me permettre de rebondir là-dessus en faisant écho à quelque chose qui a été dit plus tôt. Et puisque cette discussion tourne autour de la question des territoires, en tant qu'acteur associatif, on voit beaucoup de budgets de dispositifs territoriaux menés par des collectivités. Et il y a très peu de budget pour payer des gens comme Léa. Par exemple, ou de l'animation, ou ses collègues, etc. Il y a beaucoup d'argent quand il s'agit de mettre une nouvelle plateforme digitale, tous ces trucs-là. Le coût humain de ce que Léa vient de vous partager sur aller à la rencontre des gens, leur faire comprendre, faire un apéro toutes les semaines pour échanger les numéros, pour avoir le covoiturage, pour avoir ce genre de choses-là, ça devrait être la plus grosse dépense. Encore une fois, on est dans un monde où payer les gens dignement et ne pas les faire remplacer par un chatbot, par ce genre de choses-là, c'est pas exactement tendance. Sauf que pour faire changer des comportements humains, il n'y a rien de mieux d'autre que des humains à ce niveau-là. Et en fait, on le voit de manière assez flagrante dans ces postes-là. Une bonne partie de ce qui se passe à l'Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise a été mis en place grâce au plan d'ingénierie Avenir Montagne, dont on ne sait pas s'ils vont être renouvelés. C'est des dizaines, des centaines de postes à travers tous les territoires de montagne, dont une bonne partie affectée à la mobilité, qui risquent de disparaître du jour au lendemain et qui vont laisser les gens sans ressources aucune pour pouvoir continuer ce travail-là. Oui, je confirme, le plan Avenir Montagne, pour l'instant, il n'y a plus de budget. J'ai remis une réaction aussi sur ce que vient de dire Léa, sur ce côté, les gens ne sont pas au courant de ce qui existe. Ouais, je pense que ça reflète assez bien ce que je disais sur l'accompagnement des entreprises tout à l'heure. Et au final, c'est des citoyens qui forment les entreprises. Donc jusqu'ici, on est absolument alignés. Je pense qu'il faut remettre les choses toujours à leur base et se dire, OK, c'est quoi la mobilité et pourquoi tu as besoin de mobilité en fait, dans ton travail de tous les jours. Qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui ne l'est pas et comment finalement on arrive à créer ce bon mix. Oui, il y aura de l'investissement, mais il y a aussi de la remise en cause de comment je fais. Parce qu'à vouloir toujours faire le plus vite, le plus loin, c'est pas le mieux. Et parfois c'est le mieux parce que y a l'urgence à régler. Et puis très souvent c'est l'habitude. Donc c'est comment on accompagne à déconstruire. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. S'il n'y a pas de volonté, il ne peut pas y avoir d'action. Donc c'est aller chercher où se situe la volonté, travailler sur les mécanismes puissants que sont cet accompagnement, cette confiance et cette volonté, et à partir de là montrer que c'est possible et l'ouvrir sur d'autres champs. Mais pour moi c'est toujours partir de là où la personne est en confort et veut avancer. Moi je voulais revenir sur cette notion justement de les gens sont pas assez au courant de ce qu'il y a. Il faut changer aussi un peu il faut prendre en compte le fait que changer ses habitudes, c'est pas simple. Il faut comprendre que c'est culturel et qu'il y a des modèles qui font que pour être un homme, il faut avoir une grosse voiture. Tout ça a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une des actions prioritaires là-dessus, c'est tant pis si les hommes d'un certain âge aujourd'hui ne changent pas, et tant mieux s'ils changent. Par contre, ceux qui doivent changer, c'est ceux qui vont être adultes. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette notion importante de modèle à inciter, une action forte à faire dès maintenant? On parlait du vélo aussi, qui avec le développement du vélo tout d'un coup devient agressif parce que ils savent pas conduire, ou ils savent pas, donc je crois que vous m'aviez évoqué le fait que vous appuyez aussi sur le fait d'éduquer les enfants jeunes maintenant à comment bien conduire en ville. Savoir rouler à vélo. Ouais. Est-ce que aussi il n'y a pas cette incitation dès le plus jeune âge à faire en sorte que prendre un transport en commun ce soit normal, ou que partager sa voiture ce soit normal, et que la normalité, le mot est compliqué je sais, mais que la normalité ce soit ça? Qu'est-ce qui est rendu sur cette question? Je pense que c'est sûr que l'éducation c'est l'avenir dans ce sujet en tout cas, mais les enfants actuels qu'on va éduquer pour plus tard, ils ont des parents qui sont leurs modèles, c'est plus que les enfants, c'est des générations qu'il faut rééduquer, mais à un moment donné, si ça vient pas de nous-mêmes,
Alors, je ne serais pas forcément d'accord quand vous dites qu'ils ont les parents comme modèle. Je vois quand on arrive, on a intégré les parcours environnementaux dans toutes nos écoles, le savoir rouler à vélo aussi. Et en fait, comme on le fait très très jeune et qu'ils le font donc, dans leur classe, il y a énormément de journées sur le développement durable, sur la nourriture saine, sur l'agriculture, le maraîchage, enfin, ce que vous voulez, et donc le savoir rouler aussi. Et comment est-ce qu'on roule à vélo? Et en fait, on se rend compte que justement, c'est les enfants, quand ils rentrent chez eux, après, qui mettent la pression aux parents, qui vont parler de leur journée, qui vont leur dire ouais, mais finalement, on n'est pas si loin que ça de l'école, on pourrait peut-être y aller autrement qu'en voiture, et c'est peut-être pas une bonne excuse de dire comme de toute façon, je la prends la voiture pour aller au travail, je te dépose. On peut mettre en place des pédibus, etc. Et en fait, on voit qu'avec tous ces parcours environnementaux, finalement, il y a quand même, ils plantent aussi une graine, eux, les enfants. On leur en plante une, mais ils la plantent aussi auprès des parents. Et puis, justement, le volet, il faut que j'ai la plus grosse voiture, aussi par rapport à un statut social, il commence à changer. Enfin, en tout cas, au niveau de la ville d'Annecy, on voit aussi que, d'ailleurs, ce sera peut-être un écueil, hein, mais il y a aussi cet affichage social qui commence à se faire par le vélo, par les vélos cargo. Alors, c'est toujours mieux que d'avoir une voiture, mais effectivement, il ne faudrait pas que ça se transforme trop. Je vais me permettre d'être l'oiseau de mauvais augure qu'on attend de ma présence généralement. Bien sûr, apportons le plus de connaissances aux jeunes générations pour qu'ils soient émancipés, qu'ils aient un esprit critique et puis qu'ils puissent tout chambouler le moment où ils auront décidé que ça soit le cas. En attendant, planter des graines dans une terre brûlée, jusqu'à certaines espèces très caractéristiques, ça donne pas grand-chose. Donc peut-être qu'on peut reprendre la question dans l'autre sens. Est-ce que quand on est éduqué à faire du vélo, ça empêche des camions de passer trop près de nous quand les routes elles sont pas aménagées? Non. Est-ce que être éduqué à ne pas prendre l'avion, ça change le fait que le train est toujours plus cher que l'avion? Non, etc. Donc on va revenir, vous mentionnez la question de volonté. La volonté, elle doit être avant tout portée politiquement, majoritairement. Laurent, vous disiez quelque chose tout à l'heure, la SNCF elle n'est pas là. La SNCF, elle n'a pas à être là. On peut prendre le cas de l'exemple régional. L'autorité organisatrice des transports, notamment grâce à la LOM, loi d'orientation des mobilités, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes en l'occurrence. Et ce dont on peut juger, c'est de la capacité de la SNCF à répondre à la commande que lui a passée la région. C'est la seule chose qu'on peut attester. Est-ce que la SNCF répond bien à la commande? Si la commande est nulle, c'est pas de la faute de la SNCF. Et vous aurez vous-même conclu de la faute de qui c'est. Il se trouve qu'il y a des échéances, 2026, 2027, 2028, etc. Il y a des projets d'envergure territoriaux à l'horizon 2030 qui sont en train de prendre en place, qui devraient être incroyablement moteurs pour ces questions-là. Ce n'est pas les petits-enfants à l'école, aussi forts et aussi beaux soient les programmes dans les écoles d'Annecy en termes de mobilité, qui vont impulser un projet qui tarde à partir, par exemple, sur ces questions de mobilité. Ok, on va finir par deux ou trois mots chacun sur cette thématique mobilité et décarbonation pour vous on va dire dans les années à venir, parce que si je dis 5 ans, ça arrive 2030, donc c'est presque un peu tiré par les cheveux. Donc avant 2030 évidemment. Voilà, le souhait, l'objectif qui serait souhaitable ou rêver en tout cas sur ces sujets de mobilité, de décarbonation dans les années à venir. En quelques mots, ce serait quoi? Et vous avez en effet que quelques mots chacun. Qui commence? Je veux bien commencer et ça va rejoindre ce que tu disais sur clairement les efforts politiques et les efforts de vision. Enfin, c'est le ferroviaire. Pour moi, c'est évident que si on avait investi dans le ferroviaire autant qu'on est en train d'investir dans le routier, en tout cas sur le département et dans la région, mais on aurait vraiment un super réseau avec comme objectif peut-être d'être comme les Suisses où il y a maximum... Voilà, c'est 80% de transport ferroviaire et je crois que on est maximum, chaque Suisse est à moins de 5 km d'une gare. Donc à un moment donné, la seule façon de pouvoir autant transporter de gens de façon décarbonée, ça reste quand même le ferroviaire et on les a complètement abandonnés. Donc, effectivement, le coup de collier, il est clairement à donner là-dessus. Olivier? Nous, chez Agile Autopartage, on est là pour porter le drapeau de la mobilité verte pour le Crédit Agricole. Donc on espère que dans 10 ans, c'est ça, on sera le leader de la mobilité verte en Europe. Antoine, quelques mots et dans quelques années. Moins de 5 ans, un Premier ministre qui ne prend pas l'avion pour aller à son conseil municipal à Pau. On va en rester là. Jérôme?
pas facile après ça, mais pour nous, c'est vraiment enclenché avec toutes les entreprises, quelle que soit leur taille sur le territoire, des plans de mobilité qui leur soient adaptés et qui contribuent fortement à décarboner le territoire. Thibaut, en quelques mots. Et bah, peut-être après le vélo, enfin la marche à pied, le vélo, puis le train, que les voitures soient toutes électriques. Et juste pour répondre comme ça, oui, c'est possible sans construire de centrales nucléaires supplémentaires finalement, juste en pilotant l'énergie, en ayant du solaire, enfin voilà. En faisant les choses de manière intelligente, il est tout à fait possible de transformer le parc à 100% en électrique aujourd'hui. Léa, pour finir. Que même si c'est un gouffre financier, que les institutions continuent à être motrices dans le sujet des mobilités décarbonées et qu'elles accompagnent vraiment leurs usagers et leurs habitants. Merci à tous. On peut continuer 1 heure, 1 heure et demie, mais il faut que j'arrête. Mais on pourra continuer évidemment. Et puis tout à l'heure, tu as cité jusqu'à 2028. On pourrait faire 2030, donc prochaine émission. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de Around.